Le 1er février 1975 à Lens-au-Griffon, nous interviewons M. et Mme Paul Labbé. Première partie de l'entretien. Parfait. On va attendre notre spectateur. Veux-tu venir écouter ça, Steve? Monsieur et Mme Paul Labbé, vous avez quel âge maintenant? Moi, j'ai 72 ans. J'ai 72 ans le 13 octobre. Et vous... Moi, j'ai 69 ans. Et vous êtes nés ici, les deux? Ici, à Lens-au-Griffon. À Lens-au-Griffon. Ouais. Maintenant, vos parents étaient qui, vous, monsieur Labbé? Moi, mes parents, c'était des Labbé, ils venaient de... Kamouraska. Kamouraska. Ouais. Est-ce que ça remonte loin quand ceux qui sont venus s'installer ici? Est-ce que c'était votre grand-père? Ou... C'était mon grand-père, oui. Ouais. Mon grand-père, Joseph Ouellette. Joseph Labbé. Joseph Labbé. Ouais. Maintenant, votre père, c'était qui? Ovide Labbé. Ovide. Et votre mère? Marie Coulombe. Coulombe, d'apparenté des Coulombes, de ceux qui sont ici. De Cap-de-Rosier. Et votre grand-père s'appelait, lui? Mon grand-père Coulombe. Disons Labbé pour le moment. Labbé, Joseph Labbé. Joseph. Alors, c'est lui qui serait venu s'installer ici. Oui, oui. Il était installé à peu près un quart de mille ici. C'est mon frère. Qu'est-ce qui l'avait attiré à venir s'installer à Lens-au-Griffon? C'est la pêche. J'avais commencé, ça des paroisses qui faisaient la culture. Hein. Puis là, ben, ils ont entendu parler d'une place et l'autre qui se faisait de la pêche. Puis ils ont frappé ici à Lens-au-Griffon. Ça fait qu'ils ont rencontré des gens, puis ils ont rencontré des filles, puis là, ils étaient connaissent dans le temps. Puis ils sont installés à Lens-au-Griffon. Ils sont mariés. Puis mon grand-père, ils ont élevé 13 enfants. Ouais. Le garçon et de fille. La première génération des nouveaux ici. Oui, oui, oui. Ouais. Et vous, Madame Labbé, votre nom de fille, c'est... C'est Ouellette. Denise Ouellette. Mon grand-père, lui, s'appelait David Ouellette. Il était né à Saint-Pacôme de la Rivière-Ouelle, au côté de Kamouraska. Puis ma grand-mère, c'était Caroline Franqueur de Rivière-au-Nord. Lui aussi, il est venu par ici avec un de ses frères, Joseph Ouellette. Ils sont installés, lui, sur cette terre-ci, l'autre, le voisin. Puis, ils ont élevé une grande famille, plusieurs enfants. Ils sont tous morts maintenant, mais ils étaient 6 enfants de leur famille. C'est mon père qui a vécu le plus vieux. 94 ans et 4 mois. Alors, si c'est de famille, vous êtes bonne pour vivre longtemps. Alors, je ne sais pas. C'est le bon Dieu qui a choisi le destin. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se passait quand vous étiez plus jeune. Vous avez fait la pêche, vous, monsieur Labbé? J'ai fait de la pêche pendant 16 ans. Puis, quand on a commencé, j'ai commencé la pêche, moi, avec mon père, j'avais 13 ans. Ça cette année, un an avant la guerre. En 1914, la guerre. J'ai commencé la pêche en 1913. Je t'avoue vu parce que je suis né en 1902. Puis, là, je pêchais avec mon père, c'était là. Quand mon frère a été demandé pour la guerre, c'est la construction, l'an passé. Là, mon frère pêchait avec mon beau-frère. Puis là, j'ai embarqué avec mon beau-frère, et mon autre frère, Félix Labbé, qui est à Montréal actuellement, il a embarqué avec M. Dupuis, et M. Nazaire Dupuis qui est à voisin. Il n'avait pas la pêche, mon frère. Lui. Il était malade sur l'eau, bon, ça faisait pitié. Fait que, j'ai vu des fois que notre mère nous envoyait à manger, hein. Il y avait un type qui nous montait à manger au plein. Fait que ma mère nous envoyait des tartes. Il était dédaigneux, sec. Fait que, moi, je faisais sport, je mettais mes mains sur les tartes, un petit peu même. Ah ben, mange, elle dit, moi, j'en mange pas, j'écoute pas, on mange les tartes. Fait, là, dans ce temps-là, on l'avait pas cher pour nos rues. On l'avait acheté 2 pièces et demie, 3 pièces. Le quintal, c'est 212 livres. Ça faisait pas cher la vie. Oui, que rendu à l'automne, il nous en restait pas bien, hein. Là, là, l'automne, on battait notre grain. On remboursait nos récoltes. Puis après ça, on prenait le chantier.
On l'a gaspillé. Avant de venir au chantier, les méthodes de pêche, les façons de pêcher, est-ce que c'était très différent de ce qu'on a maintenant? Ah ben oui, parce qu'il fallait, nous autres, il fallait chasser notre morue. Ben, nous, là, supposons qu'on arrivait de la pêche ce soir. Là, il fallait trancher la morue. La trancher, ôter la nauve, là. Vous avez vu ôter la nauve, bon. Ôter la nauve, puis après, la laver, la saler. La saler dans des tubs. Hein, des cuves qu'on appelait dans ce temps-là. Là. Puis là, on la laissait dans la saumure 3 jours. Au bout de 3 jours, on la sortait. Mais ça, c'est... Supposons que j'aurais pêché, moi, avec le voisin, là, n'importe quoi. Bon, ben, c'est 2 familles, ça. Ça, c'est des familles, ça, qui... Nous autres, on pêchait, mais on n'avait pas le temps de faire chasser la morue, là. On était sur la mer, hein. Ben, c'est ma femme, puis les enfants, puis le voisin. Ils faisaient chasser la morue. Ben, ça s'occupait de ça, là. Les femmes n'avaient à faire, vous savez. La morue, les vaches, puis ainsi de suite, les cochons, ça va faire la même. Puis là, rendu dans le mois d'août, à la fin d'août, là, ben là, il était le temps de vendre la morue. Vendre notre morue. Donc, supposons qu'on a eu de la morue d'un store, là, des piles de morue, là. Bon, ben là, on avait des casseurs qui venaient pour casser la morue. Puis là, monsieur, là, c'était la compagnie des rabbins, la compagnie de Powin. Puis avant, j'ai nommé M. Luce. Puis la morue, il fallait qu'elle était comme une plante, dure comme une plante. C'est 3 piastres, là. 3 piastres du quintal, 212 livres. Après, on a décidé, ça c'est le premier qui a commencé à envoyer de la morue en bocaux dans la part où le site, c'est son père. Il y a eu des adresses de Rivière-Mort. On a envoyé la morue à Rington White. Oui, puis à Atlante, puis à Plat, là, dans ce temps-là. Là. C'est en Italie, ça. Là, les gens sont mis à faire des bocaux, des tubs qui avaient plat, hein, c'est des corps, on va dire. Hein. Ça contenait ça 4 quintaux de morue. 4 quintaux de morue, ça a de 424 livres. Hein. 212 livres du quintal, c'était 424 livres. Là, on mettait ça dans beaucoup de même. Des beaucoup dans les boîtes. Les boîtes, on mettait à 212, puis d'autres 424. Puis là, on fonçait ça. Puis là, on a une raison, il y avait des étampes, là. Mon père avait des étampes. Puis on chupait ça. Là, ça nous donnait nous autres 45 piastres. Mais l'argent venait dans l'automne. Dans le thé, on ne parlait pas d'avoir une scène, un centin, parce que avant que la morue était chippée, c'était chippé par les bateaux à voile dans ce temps-là. Ça prenait du temps. Puis dans l'automne, on recevait ça. Les gens s'en allaient, par exemple, parce qu'on a été bien payés. Là, on trouvait ça beau, parce que après avoir eu 3 piastres du quintal, là, puis tombé 45 piastres, ça nous donnait à peu près ça, 12, 24, 48. Ça nous donnait à peu près 11 piastres du quintal, à peu près 11 piastres du 100 livres, pas ça. Là, ça fait une différence. Après, là, on a décidé de former une coopérative à la paroisse de notre conseil, une coopérative. Puis, coopérative de pêcheurs. On a formé des membres, hein, on donne à temps, une contribution. Là. Puis on a formé une coopérative. Voilà, on a vendu notre morue à la coopérative plusieurs années. Mais là, on arrivait, on était bien, là. Pas de chassage de morue, là. On arrivait le soir, puis supposons qu'on a eu 5 cents de livre, 5 piastres du 100 livres. Ben, 5 piastres du 100 livres, mais rondes. Ben, pas éventrées, rien, hein. Puis là, en bonté, là, on est encouragé, mon cher monsieur. On avait des belles payes. Puis ça fait que là, nos familles, ben, étaient bien. Ils ne s'occupaient pas du chassage de morue, rien. Hein. On savait qu'ils s'occupaient de notre manger, puis la nourriture, puis la terre. Mais, là, on vendait la morue chasse très toujours. C'était déjà un gros progrès, là. Oui, bonté de bonté. Je vous dis qu'on a trouvé son changement. Après, là, moi, après j'ai discontinué. J'ai été opérateur pour Rafa Gilère dans son Wisconsin, qui était 8 ans.
Puis, là, ben, les gens sont décidés de vendre les pêcheurs unis sont installés à Rivière-Nord. Puis là, ben, ils ont demandé aux gens s'ils voulaient rentrer dans les pêcheurs unis. Puis là, ils ont vendu. Ils ont vendu à la coopérative. Ici, les gens sont suicidés de vendre aux pêcheurs unis, puis il faut s'occuper de ça d'autres. C'est vrai qu'ils ont bien eu du retard après ça. Oui. Ah oui. Ouais. Toujours que ça continue de même. Vous avez bien connu les compagnies Robin et Froing? Robin, oui. Robin, j'ai bien connu Robin parce que j'ai travaillé pour les compagnies des Robins pour 50 cents par jour. On travaillait, dans ce temps-là, ils nous appelaient des flots. Puis on avait une douzaine d'années. On travaillait sur la grave, hein, des Robins, on travaillait à Mauricie. Puis on travaillait, ben, c'était 24 heures. On travaillait à 12 heures, on avait 50 cents. Puis quand ils venaient à une goélette pour charger la morue, là, charger la morue fraîche, la morue était chippée dans le pays. Puis on avait encore 50 cents. Ça nous faisait une pièce pour 24 heures de temps. Puis là, ben, le soir, à minuit, il a fallu qu'on mange. Le commis allait nous chercher des biscuits, des biscuits Pilot dans ça là. C'était pas les biscuits Pilot, c'était des biscuits matelot, plus grands. Une bouteille de ginger ale, puis un morceau de fromage. On s'assisait sur des piles de morue, là. On était une dizaine de nous autres, hein. Puis là, on disait, tu viens manger, j'en ai pris un talent. J'ai pris un talent lunch. On n'allait pas au restaurant, ça, tu sais. Hein? Puis on était contents de ça, là. Après ça, j'ai fait ça une couple d'années. Ça, j'ai pris la pêche. Après ça, ben... Dans la pêche, imaginons le programme d'une journée ordinaire d'un pêcheur l'été. Ça commençait à quelle heure? Qu'est-ce qui se produisait à vous? Ben, je vais vous dire franchement, là, on avait, nous autres, une personne qui voulait faire la pêche, qui voulait s'occuper de la pêche, il n'y avait quasiment pas d'heure. Parce que on pêchait, le soir, ben, on a jeté nos raies, nos nets, on va dire. Mais on appelle ça les raies dans ça, là. Hein? Bon. Puis là, on drivait, on passait la moitié de la nuit sur l'eau. On rentrait vers 2h, 2h30 du matin. Bon. Là, on prenait un lunch. On avait des petites bâtisses au plein, un petit chalet au plein, un petit chac. Puis là, on allumait le poêle, puis un étendait les reins sur des crochets à l'air. Puis l'autre faisait le thé. Puis là, il fallait se pêcher, là. Dans le mois de juin, le mois de juillet, là, il y avait la morue qui a une certaine lignée. À faire 3/4 de ligne, prendre une demi-ligne, 3/4 de ligne d'eau. En dehors de ça, même dans ce temps-là, elle ne restait pas là. Puis, si tu ne te pêches pas pour aller prendre ta lignée, là, ben, tu vas pas ta journée. Puis là, la moitié du temps, ben, nous autres, on est installé des petits points là-bas, nos bateaux, hein, nos barges. Puis, on allait mouiller, puis on faisait notre thé. Là, on était sortant la fois. Ouais. Ouais. C'était comique, vous, hein? Et ça vous menait vers 3h, 4h de la nuit, disons? Ben là, voyez-vous, on rentrait vers 2h, mais on ne se couchait pas, là. On ne se couchait pas, là. Là, on mettait nos oreilles à terre, là, puis on mangeait, on se retournait pour la pêche. Puis on rentrait le soir vers 6h, 7h. Puis le soir, ben, c'était la même chose. On déchargeait notre morue, puis on mangeait saladerie, pour prendre du hareng pour la part le lendemain. On appelle ça la boîte dans ça. Boîter nos crocs pour prendre la morue. Ça faisait des journées longues. Oui, monsieur, ça faisait des journées longues. Oui, ça faisait bien des journées longues. Et aviez-vous des moteurs sur vos bateaux? Pour la première année que j'ai pêché avec mon père, on n'avait pas. C'était un petit bateau à voile. Après ça, on s'est installé des moteurs. Des moteurs, il y avait des impériales, des moteurs impériales, des Seaforce, des moteurs de mer, ça. Puis des Acadia, Break, puis sorte de moteurs de mer. Après ça, c'est venu que les gens s'est installé des moteurs de char à bord des bateaux. Alors là, c'était pratique.
Ça marchait en maudit. Ah, donc, t'as beau dire ça. C'est toutes des améliorations qui s'est faites, nous raison. Mais nous autres, quand la pêche a fini à l'automne, à part de la pêche, on cultivait nos terres. Hein. Quand s'il ventait une journée ou deux, de tempête de vent, on travaillait sur nos terres. Puis dans le mois d'août, on discontinuait. Là, on mettait nos barges à terre vers le 15 août. Puis on faisait nos foins. On ramassait nos foins. Puis après que nos foins étaient finis, on lançait nos bateaux, puis c'était la pêche d'automne. C'était comique encore parce que là, supposons que j'aurais pêché avec vous là, du printemps au 15 août. Bon. Vous m'aurez dit, bonhomme, 15 automne, moi, je vais pêcher avec un tel. Là, ça m'adonnera mieux pour moi. Ah, OK, on fait. Non. Okay. Là, on change à ça. Hein? De la pêche d'automne, ça. Ah bon? Au 15 août. Vous vouliez faire des changements? Oui, on faisait des changements. Mais vous étiez combien par groupe, des gens? Par bateau? Par bateau. 2. Avec 2, ah bon. Seulement 2. Parce qu'on venait à la terre tous les soirs. Ah oui. Ouais. Alliez-vous loin, en distance? On marchait, dans nos moteurs là, de pêche, là, on marchait à peu près 1 heure et demie. C'est encore assez loin pour les bateaux qu'on avait dans ce temps-là. Ça pouvait ça pouvait nous faire dans les 5000 comme il faut, de terre. Ouais. Et c'est encore la pêche à la ligne, ça? C'était la pêche à la ligne. Après ça, moi, j'ai pêché 2 ans avec une petite halle d'école avec un de mes cousins chez le Coulombe. J'ai vu la deuxième été que j'ai pêché chez le Coulombe. Puis on m'appelle de son port, c'était un jeudi. Puis ça me vendait. On était vers 1h15 de marche. Ouais. Puis la morue me mordait, mon cher monsieur. Fait que j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, là, il est temps qu'on s'en va, parce que j'ai dit, il y a une terrible mer, puis j'ai dit, peut-être qu'on va avoir de la misère à se rendre à terre. Il dit, oui. Mais il dit, M. Osée Ossinette, il dit, il voulait encore avoir nous autres, puis il dit, il n'est pas levé, puis il dit, il a mis un signal. J'ai dit, je suis certain qu'il n'y a pas de gaz. Toujours que nous autres, on avait notre tank pleine de gaz, puis on avait gardé toujours une canisse de 5 gallons, j'espère, tu sais, encore des fois que. Toujours qu'on l'a levé, le tank, là. Puis, on l'a descendu, puis il nous a dit ça, il dit, j'ai pas de gaz. Mais j'ai dit, t'aurais dû t'en aller avant. C'est pas un temps pour avoir pas de gaz là, j'ai dit, on est 1 heure, 1h15, puis j'ai dit, il y a de la mer, mon cher enfant. Toujours, j'ai dit, on va te passer notre canisse de 5 gallons. Puis là, savez-vous qu'il y avait assez de mer, qu'on n'a pas pu l'approcher, parce que les bateaux sont frappés ensemble. Hein? Vous savez, les vagues, hein, c'est bon. Puis là, on a fermé la canisse comme ben étanche. Puis j'ai envoyé la canisse même à son frère, Régis. C'est net. Puis bon, quand c'est venu vers une demi-heure de marche, là, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, on ne fera pas la terre. On était à peu près dans les 3/4 de mille de terre ici, là. On va dire, pas 3/4 de mille. Puis à toutes les vagues qui levaient, là, on partait à la terre. Il y avait de la mer, hein. Puis là, j'ai dit, c'est moi quelque chose. Là. J'ai dit, on va mettre une messe à Saint-Diage. Mais, on a dit, c'est une bonne idée. Non. D'abord, on n'a pas mis une messe à Saint-Pierre. Puis, quand je suis venu en ligne du quai, là, on parle à le quai. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai dit, là, si on ne verse pas, j'ai dit, je l'adresse droit de ta terre. Ça va. Toujours que, bon Dieu a permis qu'on n'a pas versé. On a entré, puis les autres en enlevé nous autres. On s'est sauvé la vie, puis là. Les autres ont réussi aussi. Ils ont réussi aussi. Puis une autre fois, j'étais mouillé encore au large de la pointe ici, là.
Donc, monsieur, mon Dieu de Viernard, le noyer, le Tape, monsieur Tape. Le Tape, c'est le noyer. Il y a un bateau, il y a un tug qui a monté, puis la seule barge qui est à la pêche, les barges avaient rentré, et ils ont dit que ça va être une tempête. Moi, je ne vais pas dessus, c'est beau. J'avais des bons airs, quand même. Donc, là, le tug a viré de bord, ici au bout de la pointe. Là. Puis là, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, là, on va s'en aller. Alors, quand il est venu pour en faire partir le moteur, là, il s'est tenu à prendre la petite cabane de moteur même, là, parce qu'il avait été à l'eau. Là, notre embarcation, là, notre barge, là, elle a canté sur un bord sur l'autre, on a fait prendre 3-4 cordeaux, quand même, tu sais. Puis lui, je l'ai regardé, il était blanc. Alors, j'ai dit, pas peur, j'ai dit, on va voir ça pas. Puis là, je me suis mis à vider l'eau. On n'avait pas de pompe, c'était une petite chaudière, on vide l'eau. Puis là, on a fait la terre en roi, mais avec des promesses. Avec des promesses des saints en roi, on a fait la terre, c'est pas là. J'ai dit, je sais que la troisième fois, là, ça va y arriver, on va arrêter ça, cette affaire-là. Étiez-vous équipé pour la sécurité, ceinture de sauvetage des choses? Ah, rien du tout, monsieur, dans ça. Seulement rien. Non, rien du tout. Non. C'est drôle, les gens ne se pensaient pas à ça, personne n'avant non plus. De fait, ça arrivait qu'il y ait des accidents, des noyades, des choses comme ça. Et il y a des rivières au nord, il arrivait. Monsieur Tape, c'est noyé. C'était une tempête, ce matin-là. Mais ici, il y a eu des noyades, mais seulement que c'est des petits garçons qu'on vient au bout du pont. Mais dans la pêche, non. Non. Bon Dieu, on m'attend toujours qu'on sauvait la vie. Marie va être à mauvais. Pas mauvais, mais méchant. Vous n'avez pas un visage d'homme méchant. Moi, je suis pas un chapeau, il va sauter. Ouais, parlez-y un peu, faites-le parler. Son tour. Ah oui, son tour, ouais. Mais vous êtes déjà réchauffé, vous, on ne veut pas vous perdre tout de suite, là. Et vous avez connu pas mal bien la compagnie des Frouin, qui achetait le poisson. Oui, la compagnie des Frouin, elle achetait le poisson dans l'anse nord. Sur les fonds nord. Sur les fonds nord. Mais dans ce temps-là, il y a plein l'anse nord, mais ça nous achetait sur les fonds nord. C'était à peu près, les Frouin ne donnaient pas le même prix des rabbins. Il n'y avait pas d'avantage. Non, il n'y a pas plus d'avantage à Clos. Seulement quand M. Luce de Viernard, là, ben lui, il a payé un petit peu plus cher. Avant, pour l'envoyer notre morue, on vous cause ça. Avant, on va donner une occasion à votre femme de parler un petit peu. Ouais. Avant de retourner à vos autres métiers, vous avez fait beaucoup de métiers, on ira à ça tout à l'heure. Oui, OK. Mais la grippe espagnole, vous avez bien connu ça? Oh oui, je l'ai eu, la grippe espagnole. C'était en 1918, ça. Oui. Puis il y a beaucoup de... Par ici, il y a 80, je crois, 80 personnes de mortes. 85. Dans les jeunes, puis les plus âgés. Dans votre proche parenté, est-ce qu'il y en est mort? Non, il y a seulement un petit bébé de mort. À part de ça, il n'y a personne de mort dans ma proche parenté. Ma grand-mère est morte pendant l'été, mais il n'y avait pas de grippe espagnole. Elle est morte de vieillesse, elle avait 90 ans. La grippe espagnole se présentait comment? Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'était une grippe ordinaire, seulement qu'on faisait beaucoup de température, il fallait rester couché. Parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas s'élever. C'était seulement ça, le monde mourait. Parce que tout le monde tombait ensemble. C'était une épidémie. Une épidémie de fièvre, une espèce de fièvre. Et puis ça se faisait vite? Ah, ça se faisait vite, certain. J'ai vu dans une maison, là, chez M. Pipon, il y a madame de mort, monsieur mort, puis une des filles. Les trois sont morts. Puis chez M. Sirois aussi, il y en a de morts. Il y en a de morts beaucoup dans ce Pipon. 2, 3 dans la même maison. Est-ce que les gens avaient peur? Ça se disait évidemment d'une maison à l'autre que ça mourrait. Et on ne pouvait pas se le dire, monsieur, tout le monde était malade. Notre voisin était malade, l'autre voisin était malade. Sur 5, 6 maisons, il en restait peut-être une ou un
pour soigner les autres. Comme de ce côté-là, là, ben, il y avait la mère de Paul, là, qui était bien, elle. Elle parcourait toutes les maisons. Bon, d'un autre côté, c'était à une de mes tantes, ma tante Élise. Elle a fait je ne sais pas combien de maisons pour soigner les malades. Elle faisait du bouillon, elle faisait des soupes. Mais c'était fait à la course, hein, parce que chez elle, il était malade aussi. On ne pouvait pas se dire, avez-vous la grippe? Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone dans la paroisse. Il y avait juste le fils télégraphe, c'est tout ce qu'il y avait. On voyait les corps monter quand on pouvait se manœuvrer, là, regarder dans le châssis. À part de ça, on ne savait absolument rien. On a su ça après que la grippe était finie. Tu veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de réunions publiques, même... Il n'y avait rien du tout, même pas de messe à l'église. Pas même ça. Ben non. Monsieur le curé lui-même était malade. Il a voyagé un petit peu, mais il est venu qu'il n'a plus été capable de soigner les malades d'autres, d'aller voir les malades. Il n'y avait pas un seul docteur, hein. Il n'y en avait pas. En 1914, en 1918. En 1918. L'année de la guerre est finie. Maintenant, il y a deux idées qui me viennent en même temps, là. La guerre, on pourrait en parler un petit peu, des gens qui sont partis d'ici. Peut-être oui, touchons donc à ça. Y a-t-il beaucoup de gens qui sont partis pour la guerre à cette époque-là, de votre parenté ou de la paroisse? Ben, ma parenté, mon frère est allé, moi seulement il est allé seulement une semaine, puis il est revenu et ils ont dit qu'il n'était pas bon pour la guerre parce qu'il était après du cœur. Mais il n'a jamais été malade par du cœur, je sais pas. Je sais pas, c'est des promesses, je sais pas. Ma mère était une prieuse pas mal. Enfin, il est parti le lundi, puis il est revenu le samedi. Rappelle le temps d'examen, tout ça. Déchargé de ça. Puis, à part de ça, ben, il y a des. Dans le. Très carré, là. Sur les fonds noirs, il y a des English. Et ils sont deux qui sont morts à la guerre. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont été appelés. Il y en a plusieurs qui sont allés, mais seulement qui sont allés vers le quartier. Puis ils ont reçu là 5-6 mois. Ils ne sont pas rendus l'autre bord. Puis il y en a de mes cousins, des donnes, qui sont allés aussi. Il y en a deux qui sont rendus, mais ils ne sont pas fait tuer. Ils ont fait 5-6 mois de guerre avant que la guerre a fini. Ce qui veut dire que les gens n'ont pas eu connaissance beaucoup de la guerre. Non, beaucoup de ça, non. Ça a été une grosse affaire pour les gens. On n'a pas beaucoup été affectés par ça. Non. Non. C'était la construction. Il fallait... mais seulement que le pire, c'était en 1940, 42, la dernière guerre, hein? 39, 45. Ouais. Là, les gens se demandaient aussi. Là, on était attendus parce que il y avait des prévôts là, qui voyageaient à long des nuits pour les jeunesses, pour avoir des jeunesses. Faire la surveillance, oui. Voyager autour de nos maisons, on les entendait. Il y a des jeunesses qui se cachaient dans le bois pour ne pas aller à la guerre. Pas aller à la guerre. Puis les autres, ben, ils surveillaient ça. C'était tannant, c'était fatigant. Ouais. Et les officiers oui, je l'appelle les prévôts. Les prévôts. Ouais. Voyageait autour d'une soirée, lui. Il venait d'une assemblée du conseil, puis il en rencontrait un. Puis celui-là l'a suivi. Puis lui, il s'en est pas aperçu. Parce que pas une demi-heure après qu'il était rentré dans la maison, ça marchait autour de la maison. On entendait ça. Parce que ça avait des grosses bottines, ça, hein, des gros talons, c'était apaisant. Puis on les entendait autour de la maison, là. Puis il l'avait suivi, il faut croire. Et dans ce temps-là, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de lumière dehors. Pour surveiller rien, on avait juste des lampes. Hein. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'au moment de la grippe espagnole, il n'y avait pas de médecin ici. Ça peut nous amener à parler un petit peu de la façon dont les gens se soignaient quand ils étaient malades. Bien, ils se soignaient par eux autres mêmes. Il y avait des médecins à Rivière-Nord. À Rivière-Nord. C'était à Sommel. Dans ce temps-là, il y avait le docteur Berger. Oui, puis le docteur... Turcotte. Turcotte. Ouais. Le docteur Roland. Ils faisaient bien leur possible, mais seulement que... c'est une épidémie... D'après ce qu'on a pu savoir, ils ont dit que c'était la peste de la guerre. Il y avait tellement de morts, de monde de morts. Dans ce là ça a été tranché. Hein? Puis la guerre de 14 à 18, là. Saint-Jean de son chemin, je sais pas. Maintenant, alors, quand il y avait des maladies dans les familles, évidemment, le médecin à Rivière-Nord, c'est quand même loin, transport difficile. Elle allait chercher en voiture. Oui, elle cherchait en voiture. Oui, quand c'était quelque chose d'urgent, là, il fallait aller chercher en voiture. J'en ai chargé des médecins.